aujourd'hui on va parler du Pocophone F1. Pocophone, c'est la nouvelle marque de Xiaomi, une filiale qui se veut encore plus dans le rapport qualité-prix que ce que propose Xiaomi, qui est déjà pourtant assez puissant de ce point de vue-là, et déjà mis très en avant pour ce côté rapport qualité-prix. Ici, c'est surtout un smartphone dit gaming qui va mettre en avant, en tout cas pour ce modèle-là, un Snapdragon 845 à moins de 350 € et pour être très exact, à 330 € après ODR en France. Et donc ce qui fait que c'est vraiment, en fait il y a eu un maximum de choses qui ont été, on va dire, coupées pour essayer d'avoir le prix le plus petit possible. Ce qui fait qu'on va avoir surtout beaucoup de puissance. L'appareil photo qui est théoriquement aussi bien, en tout cas c'est le même que le Xiaomi Mi 8. On a droit à la reconnaissance faciale 3D comme le Xiaomi Mi 8. Alors c'est pas à 30 000 points, mais c'est quelque chose qui approche, avec une énorme encoche, et c'est là où j'ai un peu plus de mal à suivre la cohérence du produit. Et après, on a une finition qui est en plastique. Alors, j'étais présent lors de la présentation de ce Pocophone F1 pour l'Europe et pour l'international en tout cas, et il y a quelque chose qui me dérange avec ce produit qui fait que je vais pas forcément être aussi emballé ou enthousiaste que certains tests, et je vais être aussi un peu plus critique que ce que disent certains tests aussi qui ont tendance à être un peu plus critiques. Parce que j'ai pu avoir le Xiaomi Mi 8, j'ai pu avoir le Xiaomi Black Shark, qui, pour le coup, le Mi 8, il y reprend quelques parties, le Black Shark, il en reprend quelques parties, et surtout, le Black Shark est un smartphone gaming, qui est pensé gaming jusqu'au bout des ongles, mais en plus de ça, il est bon sur d'autres domaines. Et c'est ça que j'avais adoré sur ce smartphone. J'ai eu aussi le Honor 10 et le Honor U10 qui sont aussi dans un prix qui est un peu plus cher pour le Honor 10, mais qui s'approche. Et ce qui fait que ce Pocophone F1, j'ai un peu du mal avec. Vous allez voir dans le test, je vais pas forcément être gentil, je pense qu'il y a ce côté un peu hype qui me perturbe un peu, et ce qui fait que je sais pas exactement ce que va donner vraiment le test, comment je vais le gérer. Mais c'est un téléphone qui, pour lancer le truc, c'est un téléphone que je n'apprécie pas parce que il y a trop de concessions, et sur les choses qu'on nous a un petit peu promis, eh bien là pour le coup j'étais assez déçu, surtout par rapport à ce qu'il embarque. Pour être très clair, c'est un smartphone qui va être très bien pour son prix, mais pour ce qu'il propose, mais il y a des choses qui me dérangent, qui sont plus ou moins présentes. Après, je vais le juger autant par son prix que par ce qu'il a dedans. Donc attention aussi à ça, et c'est là où forcément il va y avoir des choses qui vont être peut-être un petit peu particulières dans l'approche que je vais avoir. J'espère que ce test vous plaira. Si vous n'avez pas l'intention de regarder 1 heure de test, bien évidemment, vous avez le test express qui pourra résumer, condenser un maximum les informations, mais qui sera peut-être pas aussi précis, bien évidemment, qu'un gros test où je vais pouvoir détailler du pourquoi ce Pocophone, j'ai du mal à accrocher avec. Il y a un peu de subjectivité, mais il y a aussi un peu un côté objectif, et ça justement on va le voir et on va comprendre pourquoi ce Pocophone, c'est tout dans la puissance et pas vraiment le reste. Enfin, il y a d'autres choses, mais c'est vraiment le centre de ce smartphone, et c'est pas forcément ce qui aujourd'hui est réellement très important. Mais ça, on va y revenir. On passe au test. Au niveau du design de ce Pocophone, on revient sur quelque chose qu'on retrouvait sur des smartphones haut de gamme. Aujourd'hui, même dans le haut de gamme, on ne l'a plus. C'est un design plastique. Alors, est-ce que c'est grave? Non, pas forcément, mais on y reviendra un petit peu par rapport à ça.
Alors, pour commencer, faisons le tour du propriétaire avec justement ce dos avec Pocophone en bas. Et il faut savoir que Pocophone n'a pas de logo, donc ce qui fait qu'on a juste la marque. Vraiment, ça va être vraiment jusqu'au bout du ongle qu'ils ont fait des coupes dans le budget. On a ensuite le capteur d'empreinte avec le double capteur photo. Ici, on a du 12 plus 5 mégapixels, le même que le Xiaomi Mi 8. On a un double flash, donc dual flash pour dual tone pour les deux couleurs. En bas, nous avons ici, donc on va avoir le haut-parleur. Ici, alors non, ici le haut-parleur, ici le micro, l'USB-C avec les deux vis. Sur le côté droit, on va avoir donc le bouton power avec les doubles touches volume qui sont présentes. Au-dessus, on a un port jack. Oui, on a un port jack. Ça, ils ont décidé de le garder. Et là, c'est quelque chose qui est quand même un peu plus appréciable. Mais encore une fois, je vais revenir sur la cohérence du produit. Le micro ambiant pour les appels. Du côté gauche, on va avoir donc le tiroir SIM qui va pouvoir loger soit dual SIM, soit SIM plus port SD. Et oui, Xiaomi avec Pocophone ont décidé de remettre le port SD. C'est quelque chose où, pareil, on s'y attendait pas forcément. Ensuite, la façade, on va avoir justement ici une très grosse encoche. On a exactement la même que celle du Xiaomi Mi 8 qui est assez imposante parce qu'il y a dedans un capteur infrarouge pour déverrouiller, pour reconnaître notre visage en 3D. Alors, justement, on va commencer directement par ce problème-là. C'est un smartphone gamer avec des concessions pour être le moins cher possible et aller à l'essentiel. Première chose, pourquoi mettre une énorme encoche, une encoche avec un lecteur 3D qui va être énorme et qui pour le coup ne permet pas d'avoir de notification, on en reparlera dans la surcouche. Pourquoi mettre ça en place alors que justement en termes de rapport qualité-prix, avoir juste mis un capteur avec une reconnaissance faciale simple par juste le capteur photo, comme un Redmi Note 5 par exemple, aurait été largement suffisant. C'est là où par exemple je ne suis pas du tout la marque sur cette chose-là. Et ce qui fait qu'au niveau du design, déjà ça joue un petit peu forcément, ça fait pas gamer et en soi cette encoche n'apporte rien. Donc déjà première chose. Ensuite, donc au niveau du double capteur, donc ça rien de spécial en soi, il n'y a rien à dire. On a le jack qui est présent. Le plastique en soi au niveau du traitement. Alors quand je parle de traitement, pour le coup, je vais d'abord parler du toucher. Donc c'est-à-dire qu'on a un toucher, un visuel qui fait vraiment très cheap en fait. Dans le sens où même des marques j'aurais préféré à la limite avoir quelque chose qui ressemble un peu plus à un Mi 8, c'est-à-dire un espèce de côté glossy, ou alors un côté un peu plus premium, un plastique qui est un peu plus à la Nokia pour le coup, qui lui fait beaucoup plus robuste et fait beaucoup plus pro. Enfin pas pro mais premium on va dire pour du plastique. Donc, alors quand je dis plastique, oui je sais c'est du polycarbonate, mais c'est un dérivé du plastique en soi. Donc qu'on se comprenne bien, c'est un plastique qui est très résistant. Ce qui fait que en soi, ce qui va être plutôt bien pour cette partie-là, c'est que ça va être plutôt résistant et ça va mieux durer dans le temps au niveau des chocs. Et ça, c'est une bonne chose, par exemple, par rapport à un dos en verre où le moindre choc, déjà que vous avez l'avant qui est assez fragile, l'arrière va l'être aussi. Sur le métal aussi, ça va beaucoup plus se voir. Et avec ce qui est bien avec le plastique, c'est qu'au niveau des petites rayures, par rapport à du métal, ça va beaucoup moins se voir. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est quand même appréciable. Par contre, ce qui m'est arrivé, alors c'est quelque chose, j'en ai parlé avec la marque, je sais pas, ça se voit un petit peu, mais il y a un liquide qui a coulé, de je ne sais pas d'où. En tout cas, ça ne vient pas de moi, ça vient pas de chez moi. Pour le coup, je sais que je peux être assez brutal avec les téléphones, mais ça, ce n'est pas moi. Vous devez voir une espèce de petite trace par ici. En fait, donc elle fait tout le tour ici du téléphone, un petit peu cette partie-là, et va aller jusqu'ici. Et elle va aller aussi, elle va descendre un peu comme ça. Je ne l'explique pas. Ça a l'air d'être quelque chose... Alors, est-ce que c'est le refroidissement liquide? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout. Et c'est possible, mais j'en sais rien. J'ai vu avec la marque, ils n'ont pas d'explication. Pour eux, ça ne vient pas en tout cas du refroidissement liquide. Là, on voit bien cette trace-là. Mais ce qui fait qu'elle est indélébile. Donc, c'est forcément quelque chose... C'est pas de l'eau en tout cas. Ou alors, le vernis est de très mauvaise qualité. Mais, sauf que il n'y a jamais eu d'eau qui est arrivée sur ce téléphone. Donc déjà, ça fait un peu peur parce que le traitement, soit il y a un problème de traitement, soit il y a quelque chose qui a coulé. Donc je ne sais pas, c'est uniquement mon exemplaire et je l'espère. Il n'y a pas d'autres retours de ce type, mais c'est assez flippant de ce point de vue-là pour ma part.
Ensuite, l'autre chose que je ne comprends pas, c'est ça. Les doubles capteurs photo, alors je pense que c'est pour le côté gamer, ce que je peux comprendre, mais pourquoi juste là, et surtout avec un coloris bleu? Il y a un truc qui est pour moi pas logique et qui fait un peu tâche, et ce qui fait que le bleu ne va pas, je trouve, à mon sens, avec ces pourtours rouges ici qu'on a au niveau de l'appareil photo. Donc ça fait ce côté vraiment juste gamer, mais pourquoi? J'ai du mal à suivre de ce point de vue-là. Aussi, nous avons un liseré que vous pouvez voir ici, donc ce qui fait que c'est là où je passe mon doigt, c'est ce que vous devez voir à peu près par ici de net, et qui fait tout le tour du téléphone. Quelque chose que je n'explique pas et qui était aussi présent sur Redmi Note 5. Ça fait vraiment comme si la tranche était différente du dos, et je n'ai aucune explication par rapport à ça. Autre chose au niveau du design, oui, ça fait beaucoup de critiques quand même pour le coup, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire en même temps, donc il y a ça aussi. Mais au niveau de l'écran, l'écran ressort énormément du châssis et aussi il est assez peu protégé, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de différence entre l'extérieur du châssis et ça. Ce qui fait que malheureusement au niveau de la chute, il suffit qu'il va être légèrement incliné pour qu'il tape cette partie en plastique et qu'il s'écrase contre le verre, et c'est le verre qui, avec la pression, va s'éclater. Ce qui fait que j'ai très peur, et ça a été montré apparemment sur divers tests, que l'écran se casse très rapidement. Et je pense que autant le dos va être assez résistant, autant l'avant, s'il tombe vers l'avant, aka mon Meizu qui s'est éclaté un peu dans le même style, mais vraiment vers l'avant, mais là, il suffit qu'il va être légèrement en fait orienté comme ça, et là il peut se casser à mon avis très facilement, et c'est l'un des autres problèmes que j'ai en termes de design. Je ne comprends pas pourquoi de base justement le châssis n'enveloppe pas complètement pour aller justement un petit peu protéger mieux tout ça. Tout ça pour dire que déjà il y a quelque chose qui m'a un peu frappé, c'est que il y a quelque chose qui me rappelle énormément mon Galaxy Note 2. Au niveau de l'ensemble, au niveau de l'inspiration, j'ai vraiment l'impression que c'est le Xiaomi Redmi Note 2 qui s'en est inspiré, parce que ça y ressemble beaucoup. Alors normalement c'est censé être blanc, mais au niveau du traitement, au niveau de l'appareil photo, enfin il y a quelque chose qui m'y fait réellement énormément penser. Bon, aujourd'hui il fonctionne toujours, hein. D'ailleurs on peut voir qu'il a pris quelques chutes, mais voilà. Bon, c'est assez résistant le Xiaomi quand même, mais ce qui fait que j'ai vraiment cette impression-là, j'ai l'impression qu'ils sont revenus aux bases des Redmi, et avoir en fait ce mélange entre un Redmi et un Redmi, un Mi, la Redmi, c'est-à-dire bas de gamme, et Mi haut de gamme. La petite particularité de ce téléphone, c'est surtout qu'alors ils les ont mis en avant le fait que, à quoi ça sert de mettre des matériaux premium, puisqu'on met tous des coques. Chose qui est absolument, je suis entièrement d'accord sur ce fait, même si personnellement, justement, je n'utilise quasiment jamais de coque pour profiter pleinement du téléphone et du design que nous a proposé la marque. Parce que justement, mettre une coque, alors que tu l'as acheté parce que justement il te plaisait visuellement, bah ça casse tout l'intérêt. Et une coque est intégrée avec l'appareil. Donc je l'ai beaucoup utilisé avec, et il y a quelque chose qui m'a frappé. Il y a vraiment quelque chose qui m'a frappé avec ce téléphone, c'est que, en fait, il a été pensé pour être utilisé avec la coque. Ça paraît con à dire comme ça, mais c'est-à-dire que là où un smartphone lambda, par exemple Léonore, donne en général une coque avec, et c'est une coque qui est classique, assez épaisse, et qui va bien entourer le téléphone, un peu dans le style là, qui va dépasser un peu, qui va grossir un peu. Ici on reste sur quelque chose de globalement fin, mais ce qui m'a choqué, c'est surtout que, en fait, je sais pas si je vais arriver à bien le montrer, on va zoomer un peu, mais en fait, si vous voyez bien, vous voyez que c'est tout juste ajusté avec le bord de l'écran. Et ça paraît con, mais en fait, ça veut dire que le téléphone et son design a été pensé pour être utilisé avec la coque. Parce que ça reste à peine plus gros, on est sur quelque chose d'assez fin, qui va protéger vraiment le téléphone et qui va justement ne pas dépasser de l'écran. Et au contraire, il va être tout juste ajusté pour avoir une bonne sensation et avoir quelque chose de plutôt lisse en fait. Ne pas avoir quelque chose qui dépasse trop, qui peut donner un mauvais effet. Et c'est assez, pour le coup, c'est assez étonnant parce que même au niveau, hop, ici, du lecteur d'empreintes, donc on peut voir que c'est légèrement surélevé.
Et ce qui fait que ça va se sentir, d'ailleurs, c'est pas super agréable au niveau du lecteur d'empreintes, puisque on va avoir cette petite accroche, parce que justement, il est surélevé. Alors que là, il va être tout juste ajusté par rapport au lecteur d'empreintes. Ça va être assez bien ajusté pour justement ne pas sentir réellement qu'on a une coque. Alors ça sent légèrement, mais ça se sent très peu. Ce qui fait que réellement, le design a été pensé pour être utilisé avec une coque, et pour ceux qui justement s'en foutent totalement du design. Ce qui n'est pas dénué d'intérêt, enfin, soit qui s'en foutent, soit qui veulent protéger le téléphone pour revendre derrière. Ce qui n'est pas dénué d'intérêt, c'est pas dénué de sens, et c'est totalement compréhensible. Mais ça reste assez particulier, puisqu'au final, le design de base n'est pas forcément pensé pour les standards actuels, mais pensé pour des standards qui sont aujourd'hui dépassés, entre guillemets, puisque les designs ont évolué. Et ce qui fait qu'on est sur un design qui est dépassé, que ce soit visuellement, que ce soit au niveau du traitement, du toucher, et que ce soit au niveau de la conception en soi même de ça justement, et de cette fragilité, pour privilégier en fait les coques. Donc c'est-à-dire que je vous conseille réellement, énormément, d'utiliser le téléphone avec une coque pour éviter toute casse. Parce que ça me fait vraiment peur, ça a l'air con à dire, mais ce côté vraiment très surélevé, ça me rappelle beaucoup le Galaxy Note 1, le 1, qui justement avait ce côté, l'écran qui était surélevé du châssis, qui ressortait avec ce châssis qui derrière était très arrondi. Ça se voit beaucoup sur le Galaxy Note 1, mais là ça m'a clairement rappelé, et ça m'a clairement choqué en fait, je l'ai remarqué beaucoup plus que par rapport à d'autres téléphones. Donc ce qui fait que faites attention par rapport à ça, et n'hésitez pas à utiliser la coque. Et ce qui fait que même pour la version Kevlar, je me demande s'il y a des petites modifications ou non. Néanmoins, pour les versions classiques, ça va... moi personnellement, ça m'a fait beaucoup réfléchir. C'est un design qui est à la fois réfléchi, à la fois pas vraiment réfléchi. J'ai du mal vraiment à me positionner par rapport à ce design. Au-delà de ça, après, globalement aussi en façade on en parlait, mais l'encoche, le menton en bas est assez épais, il est à peu près aussi épais que le Mi 8. Il y a aussi autre chose pour terminer. Alors, ça a été noté par Frandroid, si je dis pas de bêtises, mais l'écran n'est pas centré dans cette partie-là. Donc, ici. C'est-à-dire que ici, vous avez un bord, le bord ici est légèrement plus épais que ici. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien, si vous le voyez bien, mais ça se remarque pas tout de suite, ça va plus se remarquer en fait ici. Ici, ça se voit que cette partie-là est plus petite que cette partie-là. Donc ça, est-ce que c'est un vrai problème? Non. Est-ce que ça se remarque? Il faut vraiment être pointilleux, mais ça peut se remarquer. Personnellement, avec la coque, je ne l'ai pas vraiment remarqué jusqu'à ce qu'on m'en parle. Voilà, petite chose pour terminer sur ce design où j'avais déjà beaucoup de choses à dire. Au niveau de la surcouche, donc là on est sur une surcouche Mi 8. Donc c'est Mi 8 pour le coup ici 9.6, mais Mi 8 Fort Poco. Dans le sens où la principale différence, vous la voyez actuellement, c'est le launcher. Le launcher, en gros, il va avoir déjà un tiroir d'application. Oui. Ça va être pour le côté un peu plus occidental, qui sont un peu plus réfractaires au fait de ne pas avoir de tiroir d'application. Comme on l'a vu chez Honor qui permettait cette possibilité, on l'a vu chez LG qui permettait les deux possibilités, et bien ici c'est le cas aussi, et là pour le coup en fait on a ce launcher qui va avoir ce côté tiroir d'application. Alors c'est pas un simple tiroir d'application puisqu'il aura deux fonctions en plus de ça, enfin deux autres fonctions. En plus de ça, ce sera rangé selon les catégories automatiquement. Donc ça, c'est une chose déjà que je trouve intéressante. Mais il y a une autre chose, mais alors c'est peut-être pas encore présent, ou en tout cas j'ai toujours pas compris comment le sortir. Vous avez une recherche d'application. Bon ça ok, mais normalement vous avez une recherche par couleur. Et je ne sais pas comment chercher par couleur. Alors, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je l'épinglerai pour le coup. Mais je ne sais pas comment on peut faire la recherche par couleur sur ce système-là. Vous avez aussi la possibilité ici de pouvoir gérer tout simplement comment les afficher, à quel endroit. Et vous avez aussi la possibilité de les masquer. Donc vous pouvez les mettre ici pour les masquer. Quand vous n'en avez pas besoin par exemple, ou vous ne trouvez pas ça pertinent. C'est actuellement la principale différence avec Xiaomi Mi 8 globalement. Il faut savoir que l'appareil a été annoncé avec MIUI 10 dans les fonctionnalités. Dans le sens où ça va reprendre les principales intérêts de MIUI 10, ils nous ont montré ça. Mais actuellement, on est toujours sur MIUI 9.6, ce qui fait que ce n'est pas totalement ce qui va représenter la vie du produit. Et c'est assez dommage puisque ça va arriver bientôt, sachant qu'Android P est prévu pour ce téléphone pour la fin de l'année.
Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle de ce point de vue-là, là-dessus. Alors, ensuite, en soi, donc comme on peut le voir ici, on est sur une version Android 8.1 avec le correctif de juillet. Juillet, alors qu'il y a une mise à jour il n'y a pas si longtemps, et donc il aurait pu y avoir août, et aujourd'hui on est en septembre, donc il faudra voir au niveau du suivi. Après, il faut savoir que Xiaomi n'est pas le maître en termes de suivi Android, mais c'est surtout le suivi MIUI qui est très important chez eux, et qui va durer très longtemps, qui dure 3-4 ans selon les appareils, voire 5. Le Mi 2S s'est arrêté à MIUI 9, ce qui est quand même excellent en soi. Le Redmi Note 2, que vous voyez ici, que j'avais payé 200 € il y a 3 ans maintenant, ça fait longtemps en tout cas, c'est avant que je fasse des tests de smartphone, donc ça fait plus de 2 ans, ça fait facilement 3 ans, et les mises à jour se sont arrêtées il n'y a pas très longtemps. Donc c'est quand même assez impressionnant de ce point de vue-là. Là-dessus, on est actuellement sur la version, alors vous voyez, MIUI for Poco, avec la version 9.6.14.0. Donc, ce qui fait que c'est la toute dernière qui est sortie au moment de la vidéo. C'est bien évidemment, ça va changer dans le temps, tout simplement, parce que les mises à jour sont quand même assez régulières. Les stables sortent à peu près tous les mois. Ensuite, donc MIUI, après, bon, vous voyez, vous avez toujours ce système où on va pouvoir avoir donc quelques informations qu'on peut personnaliser pour diverses choses, qui est en petit centre pour voilà, raccourcis, les notes, stock, calendrier, principalement. Avant de parler des paramètres, de parler rapidement de toutes les applications qu'il y a, qui sont les mêmes à chaque fois sur MIUI, donc pour ceux qui connaissent la surcouche, au-delà de ça, vous pouvez passer. Juste le point qu'il y a comme le Mi 8, donc je vais mettre en avant ce point-là, ça va être au niveau justement de quelque chose que vous devriez remarquer, qui n'est actuellement pas présent. Qu'est-ce que vous voyez ici? Alors au-delà du nom, on s'en fout. C'est les icônes d'application. Enfin, les icônes ici au niveau de la notification. Que vous avez d'ailleurs... Non, il n'a plus de batterie. Que vous avez d'ailleurs normalement sur MIUI, mais qui ont tendance un peu à disparaître. En effet, vous n'en avez pas. Alors, est-ce que ça va être réglé avec MIUI 10? Je ne sais pas. Actuellement, vous avez juste l'heure à gauche. Et vous avez 3 icônes à droite, qui va être la batterie, qui va être la data, donc 4G, 3G, etc. et le Wi-Fi, et c'est tout. Et c'est bien dommage. Et ce qui fait qu'après, il faudra descendre pour avoir par exemple la vitesse, ou savoir si vous êtes en silencieux, si le Bluetooth est actif, à combien de pourcents vous êtes d'autonomie, enfin de batterie. Et pour les notifications, il faudra les chercher ici. Quand vous en avez plein, comme moi, il faudra aller chercher la dernière notification que vous avez eue, et c'est parfois pas la première. Actuellement, en plus de ça, normalement, le Mi 8 l'avait, et sur le Poco, c'est actuellement pas présent. Et ce qui fait que... normalement, vous êtes censé au moins avoir une pop-up qui doit descendre, comme Android classique, qui doit descendre pour vous dire quelle notification est arrivée. Sauf que c'est actuellement pas le cas. C'est assez frustrant. Je suis très très attaché personnellement à ce système et je trouve ça très dommage de ne pas l'avoir parce qu'il y a une énorme encoche et parce que Xiaomi veut absolument faire comme Apple, parce que Apple c'est trop bien, c'est trop la classe, mais t'as aucune notification. C'est génial. Néanmoins, on va faire un tour très rapide pour Xiaomi. En soi, si vous connaissez la surcouche, vous pouvez passer cette partie et aller directement à la partie écran. Et qui sera en plus de ça assez intéressante. Donc, on est rapidement, on va avoir la partie état de sécurité Google Protect. On va voir à propos, comme on l'a vu ici, pour voir toutes les informations. Carte SIM ici pour tout ce qui est gestion. Alors, il fait de la Dual 4G aussi pour ceux qui s'intéressent. La Wi-Fi ici, bien évidemment, avec instant Wi-Fi. Mode d'utilisation des données. Donc, ce genre de choses. Gérer les réseaux enregistrés, paramètres supplémentaires. Voilà, bon, ces petites choses-là. Ensuite, vous avez le Bluetooth, bien évidemment. Le point d'accès, les consommations de données. Ici, bien évidemment, vous n'avez pas de NFC. C'est-à-dire que vous avez la reconnaissance 3D, mais pas de NFC. Bon, c'est des choix. Donc ici, après, pas de choses particulières. L'affichage, vous avez le mode lecture, donc c'est-à-dire un peu le menu pour reposer ses yeux. Donc c'est toujours bien d'avoir ça. Ça va permettre de réguler la lumière bleue et c'est une bonne chose. La gestion des couleurs, ici, avec chaud-froid, et vous pouvez même réguler comme vous voulez.
Vous avez la taille du texte. Donc voilà, donc ça va être en gros la taille globale de ce qui va s'afficher. Puis le double tap pour révéler l'écran, même si c'est pas forcément utile. Vous pouvez gérer les fonds d'écran. Alors là, vous avez juste fond d'écran et ensuite vous avez les thèmes ici. Ensuite, d'ailleurs, rapidement, alors les thèmes. Alors moi, je suis en région Hong Kong pour justement la reconnaissance faciale 3D. C'était d'ailleurs censé être réglé avec la 9.14, 9.6.14, et ce n'est toujours pas le cas. Mettez-vous en région Hong Kong, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai une horaire complètement décalée pour le coup, mais avec une carte SIM, ça va très bien, sinon vous pouvez le mettre en manuel au niveau de l'heure. Justement, alors avant d'y aller, donc là vous avez la partie son classique, et vous allez avoir ici l'écran de verrouillage, et en fait, pour avoir l'enregistrement du visage, pour ceux que ça intéresse, il faut se mettre en région Hong Kong pour déverrouiller, enfin pour afficher cette partie-là. En Europe, c'est actuellement pas présent. Savoir pourquoi, je ne saurais pas dire exactement. C'est sûrement un problème apparemment de brevet, de ce que j'ai entendu, mais je ne suis pas certain, je ne peux pas m'avancer plus que ça. Ensuite, après, vous avez notification et barre d'état. Vous avez affiché la vitesse de connexion. Oui, mais on peut l'afficher que ici. Voilà, ce genre de choses complètement débiles. Le nom de l'opérateur, c'est que sur l'écran de verrouillage. Vous pouvez ici gérer tout ce qui est les paramètres, enfin les toggles. Ici, vous pouvez gérer écran d'accueil récent, donc vous pouvez choisir le launcher par défaut, donc là c'est Poco Launcher, système, suggestion, mise en page, remplir les cellules vides, afficher l'état de la mémoire, donc par exemple ici, vous avez l'état de la mémoire, voilà, vous avez ça, affichage plein écran, donc ce qui fait que vous pouvez avoir les gestes comme les tout derniers, et ce qui fait que vous allez avoir le retour qui se fait comme ici, vous allez avoir comme Apple ici, vous allez voir ça, et vous avez le retour qui se fait comme ceci. On va revenir sur les paramètres. Moi, n'aimant pas ça, je vais remettre comme j'aime bien. Vous pouvez aussi choisir de cacher le notch, et c'est là où ça va être intéressant pour ceux qui s'intéressent à cette partie-là, justement pouvoir cacher le notch et avoir quelque chose de discret. Ça marche plutôt bien, j'expliquerai pourquoi dans la partie écran. Vous avez le mode Second Space qui va permettre de créer un nouvel espace à part de celui que vous avez ici. Quand je parle d'un nouvel espace, c'est comme si vous aviez une autre session MIUI, donc c'est-à-dire qu'un nouveau bureau avec rien installé dessus, et pouvoir installer vos applications, etc. C'est très sympathique pour ceux qui veulent bien séparer le perso du pro, par exemple, ou le enfant-parent, ce genre de choses. La partie batterie avec l'utilisation qui vous permet de gérer, d'avoir l'économiseur de batterie, ce genre de choses, avec les différentes scènes, avec voilà, ce genre de petites choses toutes bêtes. La partie stockage, vous allez pouvoir gérer votre stockage tout simplement et pouvoir mettre aussi la gestion de l'ASD. La partie Google pour toute la partie Google tout simplement. Et vous avez les paramètres supplémentaires. On a dateur, les langues, justement la région Hong Kong. Donc c'est là où vous pouvez justement la modifier. Confidentialité, autorisation et révocation. Donc là, donc c'est pour... je ne sais pas exactement pour le coup. Assistance tactile, donc là ça va être plus en fait un petit bouton qui va s'afficher pour avoir plusieurs choix, quelque chose que j'ai jamais réellement trouvé utile mais qui est présent pour ceux qui aiment. Raccourci bouton geste, donc là ça va être différents raccourcis, donc par exemple lancer l'appareil photo, vous allez pouvoir choisir donc des appuis prolongés ou appuyer 2 fois sur un certain bouton ou ce genre de choses. Vous avez cette possibilité là. Vous pouvez aussi inverser les deux boutons, menu, afficher menu, ou afficher le multitâche ici, donc ça va être ici, ça va être soit multitâche, soit en fait les paramètres de l'application. Le voyant de notification, on peut l'allumer et clignotement. Il faut savoir que la LED de notification, d'ailleurs, il y en a bien une, et elle est ici en fait. D'ailleurs, comme le Redmi 1, donc pour le coup, c'est quelque chose qui rappelle le Redmi 1, elle va être tout en bas. Elle va être d'une seule couleur, c'est-à-dire elle va être blanche, et c'est tout. Et rouge pour la charge. Donc, ce qui fait que voilà, vous aurez juste ça pour les notifications, donc ce sera en bas. Ensuite, écouteurs et effets audio, on y reviendra sur la partie son, et vous avez le système classique de MIUI, un égaliseur qui est présent, et l'améliorateur audio Mi, entre guillemets, qui va permettre de choisir parmi différents pré-réglages selon les écouteurs que vous avez choisis, même si je les trouve pas forcément très pertinents. Il faut choisir celui que vous préférez à votre sens. Et pour le coup, j'ai pas trouvé ce que j'aimais sur ce petit Pocophone et qui fait là pour le coup toute la différence avec le Mi 8 qui a un meilleur traitement audio. Mode une main, évidemment, avec aussi l'accessibilité. Donc vous avez plein de petites choses pour ceux qui ont quelques petits soucis. Impression, sauvegarder, voilà. Globalement, on a à peu près tout vu. Vous avez aussi
La possibilité de cloner des applications, ici. Donc vous avez la possibilité de cloner toutes les applications. Et là, vous avez donc mise à jour d'applications système, donc les applications de base. Verrouillage d'applications, donc les applications que vous voulez mettre un peu en privé, entre guillemets. Et voilà un petit peu. Globalement, pour faire rapidement un petit tour, vous avez aussi une application de sécurité qui va vous permettre de nettoyer en gros tous les fichiers un peu particuliers. Vous avez un antivirus, la gestion de l'alimentation de la batterie ici aussi. Augmenter la vitesse, en gros, ça va juste de vider la RAM. Et vous avez utilisation des données, le nettoyage en profondeur, donc les fichiers que vous pouvez dégager parce que c'est un double ce genre de choses. Les applications, vous pouvez les dégager ici. Le blocage de tout ce qui est SMS, c'est ici, vous pouvez les gérer ici. Donc appel et message, accélérateur de la vitesse, donc ça c'est plus pour la partie jeu en fait. Second Space aussi, application clonée aussi qui peut se gérer ici. Vous avez la partie musique ici. Vous avez la partie téléphone, mais bon, je ne peux pas vous la montrer. Vous avez le forum qui est présent, la partie notes, le nettoyeur, donc ça on en a, en fait c'est juste un raccourci de l'application sécurité. Il y a un partenariat avec Microsoft, donc Excel, Word, PowerPoint, Outlook et Skype sont présents. Vous avez aussi Facebook qui est présent. Et vous avez après diverses applications classiques qu'on a un peu partout. Contact, calculatrice, horloge, radio qui est présente, la vraie radio FM. Donc pour ceux qui sont toujours avec des écouteurs à brancher. Magnéto, l'enregistreur tout simplement de vidéo de l'écran. Commentaires, scanner, téléchargement, boussole et Mi Drop pour partager des fichiers. Voilà un petit peu pour cette partie-là. Vous avez aussi le gestionnaire, rapidement, le gestionnaire de fichiers, qui, comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas du tout utilisé, qui va être complet, qui va même vous proposer donc, différentes choses par rapport aux photos, ce que vous avez en plus. Vous pouvez gérer comme ceci aussi, et vous avez toute la partie ici, et même transférer des fichiers ou se connecter à un PC. Voilà globalement Xiaomi Mi 8, c'est quand même bien optimisé, il y a des bugs un petit peu partout de ce que j'ai vu, mais j'ai pas eu de soucis personnellement. Donc globalement j'ai vraiment pas à me plaindre de ce point de vue là, c'est bien optimisé, ça tourne bien, c'est très fluide, c'est juste que c'est la partie pour l'instant de l'encoche qui malheureusement me déçoit. Donc après j'attends de voir, bon, moi j'aurais pas la possibilité, mais il faudra voir ce que donne réellement Mi 810, qui devrait être encore mieux de ce point de vue là, et un peu mieux optimisé peut-être au niveau de la fluidité, même si c'est déjà très bon ici. Donc pas de soucis de ce point de vue là, surtout avec 6 Go de RAM, vous ne devrez pas avoir de problème à vous poser. Petit mot rapidement sur la partie reconnaissance faciale et lecteur d'empreintes auquel je n'ai pas parlé. Donc le lecteur d'empreintes, il est plutôt rapide, bon là pour le coup il a mis un petit peu de temps, mais il est plutôt rapide comme vous pouvez voir, il réagit très bien. Voilà, donc pas de souci là-dessus, et vous avez la reconnaissance faciale 3D. Donc ce qui fait qu'elle est très sécurisée, c'est ce qu'ils ont mis en avant d'ailleurs à la conférence, du fait qu'il ne va pas pouvoir être trompé avec une photo, ou avec une tablette, ou quoi que ce soit. Donc ça va être quelque chose qui normalement est censé être plutôt sécurisé. On est sur en plus de ça, donc c'est le capteur photo, et la partie infrarouge qu'on a ici, et d'ailleurs on en reparlera sur la photo parce que je crois qu'elle est utile aussi pour ça, qui va permettre justement le déverrouillage. Un déverrouillage qui se fait, comme vous pouvez voir, très rapidement. Donc là-dessus c'est très bien. Et c'est le même que le Mi 8, alors le Mi 8 normal. Je ne sais pas combien de points il y a pour la partie infrarouge, ils ne l'ont pas communiqué, mais ce qui fait que normalement il y a, je pense, 1000 à 5000 points, et ça c'est totalement hypothétique de ma part. Donc ce qui fait que c'est moins sécurisé que les 30 000 points d'Apple ou du Mi 8 Explorer Edition, mais ça reste plus sécurisé que le simple capteur photo. L'autre chose qui est assez pratique pour le coup, et notamment par exemple dans le noir, c'est que vous pouvez le déverrouiller, et ça va être plus pratique par exemple qu'un OnePlus 6 ou qu'un Huawei, n'importe quel Huawei en soi, quand vous le déverrouillez avec la partie visage, il faut s'exploser les yeux avec l'écran qui s'allume à fond pour pouvoir le déverrouiller. Là, ce qui est bien, c'est que comme c'est de l'infrarouge, ça va fonctionner à la nuit. Et ce qui fait que la nuit, bah pareil, en fait, vous allez avoir cette possibilité de le déverrouiller directement comme ça. Voilà, petite chose par rapport à ça. En tout cas, très efficace de ce point de vue-là, c'est très bon, même si je ne comprends pas pourquoi toujours, et je le redis, pourquoi quand tu veux faire du rapport qualité-prix, tu t'emmerdes à mettre une reconnaissance faciale 3D infrarouge, comme du Apple ou comme le Xiaomi Mi 8, sachant que c'est un smartphone qui est plus pensé gamer que lifestyle, j'ai envie de dire, qui surfe sur les dernières technologies, puisqu'en plus de ça, c'est ça qui est critique Pocophone par rapport à un Note 9, un Huawei P20 Pro, etc. Au niveau de l'écran, on est sur un écran qui est un écran de 6.18 pouces IPS, Full HD+. Donc, ce qui fait que c'est un écran qui est très réussi pour le coup, pour ma part.
Donc déjà, on va faire une première chose, on va désactiver la possibilité de cacher le notch. Donc vous le savez, il y a un notch, je vous le dis depuis la surcouche, donc ce qui fait que ce notch est assez imposant. Et le truc, c'est que forcément, un notch, alors c'est pas forcément appréciable en termes, justement, ce côté qui fait que c'est pas symétrique, tout ça, vous avez la possibilité de le cacher. Alors oui, plein de concurrents le font. Sauf que là, ce qui est bien, c'est que l'écran, il est très noir, dans le sens où, là non, je l'aurais pas, là j'aurais pas de possibilité de vous montrer, mais ce qui fait que l'écran de base est très noir et il reprend quasiment la même teinte que le noir qu'il y a autour du châssis, et notamment l'encoche. Ce qui fait que c'est très important parce que déjà, bon, éteint, en général ça se voit. Là on peut le voir avec le reflet, forcément, le reflet d'une pleine lumière, ça va aider un petit peu, surtout si vous le regardez en biais. Mais de face, ça ne se voit pas, ou c'est quasi imperceptible pour être très précis. Quand vous allez réveiller l'appareil, eh bien ici, justement, le gros avantage, c'est que ça ne se voit pas. Donc forcément, pareil, c'est le reflet qui va permettre de le voir, mais de face, en plein jour jusqu'à plutôt tard le soir, ça va pas vraiment se voir. Vraiment, quand ça va commencer à être vraiment peu lumineux, on va sentir le manque de contraste de l'IPS par rapport au châssis qui va faire que ça va ressortir et ça va donner un côté un peu fou. Mais globalement, c'est quand même appréciable puisque c'est l'un des premiers notches que j'arrive entre guillemets à apprécier de cacher parce que justement, on va avoir quelque chose de symétrique, même si malheureusement, il n'apporte pas ce côté les notifications tout simplement. Par contre, petite chose, et ce qui est un petit peu dommage, c'est que ici, on a un écran qui est très arrondi. Ici, les coins sont très arrondis, alors que si vous regardez ici, c'est très peu arrondi. On peut le voir, c'est très légèrement arrondi, ce qui fait que globalement ça passe parce qu'on voit que c'est arrondi, mais ça aurait été clairement mieux d'avoir un côté un peu plus optimisé de l'arrondi en haut et en bas pour avoir quelque chose d'un peu plus similaire et un peu plus agréable à regarder. Parce que là, ça fait un côté un peu bizarre. Au-delà de ça, au niveau de l'écran, ce qui m'a surpris aussi, c'est la qualité de son écran justement. C'est la qualité de l'affichage au niveau des couleurs que je trouve très juste. Au-delà d'avoir des bons contrastes, je les trouve très justes. On peut bien évidemment régler la partie, justement, mettre la lumière bleue s'il y a besoin. On a un écran qui est plutôt lumineux. Certains tests disent avoir des problèmes en plein soleil, notamment à cause des reflets, en étant dos au soleil par exemple, et que le soleil vient taper directement le téléphone. J'ai pas eu réellement ce souci-là. En me mettant bien dos au soleil pour que l'écran soit vraiment face au soleil, j'ai pas eu ce souci de reflet. Alors effectivement, c'est assez présent. Après, si on compare avec un autre, bon, après c'est des lumières assez puissantes, donc ce qui fait que ça va pas forcément se voir, mais j'ai pas eu trop de soucis de reflet qui soit plus présent que la moyenne. Ce qui fait que ça, mais apparemment c'est le cas, mais ça m'a pas plus dérangé que ça, donc c'est pas pour le coup quelque chose sur lequel je vais taper. Au contraire, je trouve que globalement l'écran est vraiment bon. Bon, on va pouvoir augmenter par défaut, à mettre l'affichage par défaut, augmenter au contraste automatique, mais les couleurs sont vraiment sympas, je les trouve proches du neutre, et ça c'est plutôt rare d'ailleurs, surtout pour un acteur chinois qui a tendance plus à avoir quelque chose d'un peu flashy. C'est une tendance qui est en train de s'inverser chez eux, et en plus de ça, comme c'est un smartphone prévu plus pour les Européens et l'Inde notamment, eh bien, ils ont fait par rapport justement à cette demande-là, puisque pour le coup, c'est un smartphone vraiment hindou, Pocophone étant géré par un président hindou avec une équipe assez variée en termes de personnel. Et ce qui fait qu'on a un écran qui est de très bonne qualité de 1, parce que au niveau de la luminosité, on va pouvoir aller très bas, donc là on voit quasiment pas l'écran, donc c'est bien pour le soir, et il va être très lumineux dans la journée. C'est pas le plus lumineux certes, mais il va être très lumineux et très largement suffisant en plein soleil. En tout cas, moi je n'ai pas eu à me plaindre là-dessus, donc ça c'est la chose quand même que je tiens à mettre en avant. Au niveau des angles de vision, c'est plutôt bon, donc il n'y a pas de grande chose à dire. Donc là-dessus, c'est quand même agréable. Et si je dois décerner en tout cas un bon point à ce téléphone, parce que bon, certes, j'ai pas été totalement gentil pour l'instant avec lui, eh bien, c'est bien celui-là, c'est l'écran qui est vraiment très bon et qui permet même de cacher l'encoche pour la plupart de la journée, sauf à part vraiment le soir où ça se verra plus forcément avec les limites de l'IPS et de son contraste. Mais grâce en tout cas au fait que l'écran soit très noir de base et un très bon contraste de base, on va avoir du mal à réellement voir justement à discerner l'encoche de l'écran, et ça c'est une très bonne chose.
Alors maintenant on va parler du son et je suis malheureusement un petit peu déçu du son et on va montrer justement, alors peut-être pas sur ça, ce serait peut-être pas le meilleur, mais le son c'est pas le point fort de ce téléphone. Voilà un petit peu un extrait. Alors, vous le savez, il y a la prise jack, on y reviendra après, mais déjà parlons des haut-parleurs. Alors, en termes de haut-parleurs, j'en ai plus forcément beaucoup. J'ai eu le Black Shark notamment, qui, pareil, est un smartphone gaming. Et pour un smartphone gaming, cette partie-là, surtout quand on est chez soi, pour moi, c'est important. Je trouve ça normal d'avoir un double haut-parleur, et surtout un double haut-parleur de qualité quand on veut vendre un smartphone gaming, même avec un bon rapport qualité-prix. Et pour le coup, c'est là où je suis encore moins Xiaomi, en tout cas Pocophone, avec sa reconnaissance 3D, mais par contre, un double haut-parleur qui est à la fois double haut-parleur, mais pas vraiment. Je m'explique. Vous avez ce haut-parleur en bas qui est très puissant. Il est vraiment très puissant, ils l'ont même un peu trop poussé à mon sens, puisque à pleine puissance, donc en gros, dites-vous bien que ici c'est pas bien, alors si je montre bien, mais en gros la limite ça va être ça, la vraie limite ça va être ça. Parce qu'à pleine puissance, il aura juste tendance en fait à saturer, à devenir très brouillon et assez dégueulasse à entendre, et même à être agressif pour les oreilles. Ce qui fait que c'est vraiment désagréable et ce n'est pas intéressant à plein volume. Donc il faut le plus le mettre à environ 70% pour qu'il soit plutôt puissant, mais avec quelque chose qui soit agréable pour les oreilles. Vous avez le deuxième haut-parleur. Le deuxième haut-parleur qui va renforcer les aigus, et normalement un peu aussi les moyennes basses, et même un peu plus que ça. Le Black Shark était plutôt bien fait de ce point de vue-là, puisque le Black Shark avait droit à un vrai deuxième haut-parleur, qui n'était pas aussi puissant que celui-là, mais qui était vraiment assez puissant pour que, par exemple, dans PUBG, où le son est assez important pour savoir d'où ça tire, permettait de savoir où était réellement l'ennemi. Il faut l'avouer ici, le problème c'est que c'est totalement déséquilibré. C'est un peu comme ce que j'avais eu avec le Mate 9 de souvenir, où c'était, je sais plus quel smartphone, je crois que c'était le Mi Mix 2 ou le Mi Max 2, qui avait un gros problème similaire. C'est malheureusement beaucoup trop insuffisant de ce point de vue-là, de ce côté-là, et beaucoup trop poussé de l'autre côté. Ce qui fait qu'on n'est pas vraiment sur un son qui est agréable, même s'il reste correct jusqu'à 110%, il se débrouille plutôt bien, mais au final, il fait pas mieux qu'un mono à prix plus ou moins équivalent. Le Nokia, par exemple, le Nokia 7 Plus, qu'on peut retrouver à peu près au même prix aujourd'hui, a un son à peu près similaire. Il fera mieux quand même que le OnePlus 6, avec quelque chose de peut-être un peu moins intelligible, et il fera aussi mieux que le Mi 8 en termes de puissance, mais pas en termes de qualité. C'est bien ça que je veux mettre en avant, et par exemple le Norview 10, lui, a un double parleur qui lui est de très bonne qualité, et qui, pour le coup, est bien meilleur que celui-là. C'est un peu le problème que j'ai de ce point de vue-là, c'est le double parleur qui, malheureusement, n'est pas de très bonne qualité à mon sens, et j'aurais préféré un meilleur haut-parleur sans encoche dégueulasse, ou en tout cas reconnaissance 3D, pour un vrai smartphone gaming. Et ça, c'est un peu dommage que ça a été un peu raté. C'est bien de mettre double haut-parleur, mais encore faut-il bien le faire, et pour le coup, pour moi, ce n'est pas bien fait. Pour la partie jack, pareil, je la trouve pas extraordinaire. J'ai l'impression que le traitement audio n'a pas du tout été touché et il a laissé tel quel, ce qui fait que les basses sont très présentes et les médiums et les aigus sont un peu étouffés. Avec le Mi 8, on avait un peu ce même souci, même le OnePlus 6, on avait à peu près le même rendu, sauf que ici c'est un peu moins bien, je trouve, à mon sens, donc peut-être que la jack est de moins bonne qualité, et le circuit aussi, la carte mère aussi peut-être, et en plus de ça, là où le Mi 8 avait la possibilité, avec justement le casque Mi, d'améliorer le rendu audio pour avoir quelque chose d'un peu plus agréable, ici, même en mettant le casque Mi et la plupart des choix, je l'ai trouvé très désagréable et justement pas du tout optimisé. Ce qui fait que le son est très criard en casque Mi et on sent que la qualité sonore n'est pas du tout la même que celle qui est proposée par le Mi 8. On est quelque chose qui est même moins bien que le OnePlus 6 que je n'avais pas apprécié et ça c'est un peu dommage. Je prends toujours en exemple le Nokia 7 Plus qui est milieu de gamme avec un processeur moins bon, même aussi pour le son. Et pareil, pour la partie sonore, le Nokia 7 Plus fait bien mieux. Donc c'est vraiment dommage de ce point de vue-là. Pour les personnes non exigeantes, ce sera très largement suffisant.
Pour des personnes exigeantes comme moi, avec un rendu qui doit être au moins un peu correct, je vous avoue être déçu, là où justement le 7 Plus fait plutôt bien, et c'est un peu dommage d'avoir un rendu trop basseux, un peu trop criard dès qu'on va pousser un peu les aigus, et qui n'a pas de réglage vraiment très agréable. Donc pour le coup déçu de la partie sonore. On va parler d'un autre gros problème maintenant, la photo. La photo, on est sur un double capteur photo, donc 12 mégapixels, IMX363, donc le même que ce qu'on retrouve par exemple sur un Zenfone 5 ou 5Z, le même que le Xiaomi Mi Mix 2S ou Mi 8, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a d'autres aussi avec IMX363, mais je n'ai plus les noms en tête. Néanmoins, le Mi 8 là-dessus, pour rappel, alors autant le deuxième capteur j'avais pas aimé, autant le capteur principal était vraiment excellent sur ce point. Ça a été un point qui a été mis en avant, notamment justement que ce soit le même capteur, et on est loin d'avoir la même chose. Tout d'abord, on va parler de l'application, et on a bien évidemment cette fois-ci maintenant le caméra eye qui est présent, et qui, bon, il n'est pas très utile, c'est juste un filtre qui est ajouté, ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus saturé, un peu plus fun, mais c'est tout. La partie vidéo qui n'est pas stabilisée. Il faut savoir qu'en fait en 1080p, vous avez en fait en Full HD 1080p ça va être stabilisé et en 4K ça ne le sera pas. Vous avez le ralenti qui pourra se faire jusqu'en 240 fps, donc ça c'est plutôt cool de ce point de vue là. D'ailleurs on va en faire une rapidement en lent. Hop. Voilà, donc ce qui fait que vous aurez directement, alors on va voir si on peut montrer le résultat. Donc c'est plutôt fluide, et ça nécessite quand même bien sûr de l'éclairage, bon, pas de souci de ce point de vue-là. Vous aurez de toute façon tout dans l'album photo que vous pouvez voir en dessous, pour permettre de vous faire votre propre avis sur la photo, au-delà de ce que je dis moi. Vous avez la possibilité de faire des gifs, les portraits, donc là ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'être forcément très loin de l'objet, comme ce que propose le Mi 8 où il fallait être au moins 2,50 m. Ici, on va pouvoir le faire très rapidement et sur n'importe quel objet de façon assez sympathique. Donc ça, la petite chose à savoir, mode carré pour Instagram par exemple, le panorama et ensuite le mode manuel qui est présent où on va avoir un mode manuel complet. Alors, ce qu'il faut savoir avant de commencer vraiment la partie photo, c'est que je l'ai fait que avec l'appareil photo principal, je ne l'ai pas fait avec Google Caméra, ce n'est actuellement pas au point. Je sais que c'est en cours de développement et justement, ça va permettre d'avoir sûrement de meilleurs résultats que l'heure actuelle où c'est assez moyen. On va maintenant passer vraiment à la partie photo. Alors, normalement, vous devez voir des photos défiler. Et alors, comment dire, j'ai pu comparer surtout au Meizu Pro 6 Plus et au Nokia 7 Plus que j'avais en même temps, qui coûtent à peu près le même prix. Il est apparu que pour un IMX363, donc avec des pixels qui font 1,4 micromètres, donc c'est des gros pixels pour le coup, là où le Meizu Pro 6 Plus avec son IMX386 est à 1,25. Ici, on est en ouverture 1.9, le Meizu Pro 6 Plus est en ouverture 2.0 et il a 2 ans, et le Nokia 7 Plus est en ouverture 1.75, et les capteurs sont des Samsung milieu de gamme que l'on retrouve entre 200 et 300 euros. Entre 200 et 400 euros pour être large. Ici, on est sur une ouverture 1.9, on est sur un IMX363, je m'attendais réellement à la qualité et au traitement de ce que propose le Mi 8 SE. J'étais très loin du compte. Et je suis assez déçu, même si beaucoup de tests en disent du bien, personnellement j'en suis vraiment déçu. Je suis déçu du matériel embarqué et du traitement photo qu'il y a derrière. Les premières photos qui sont ressorties avec les gens qui ont testé avec Google Photos ont montré qu'il y avait quand même une bonne différence de nuit, mais c'est encore loin d'être ça. Néanmoins, je trouve ça dommage de mettre en avant un téléphone avec un capteur photo qui est le même que le Mi 8 et ne pas du tout, mais alors ne pas avoir du tout la même qualité. On a quelque chose qui est très retouché, qui est très lissé, qui au niveau de la balance des plans est loin d'être parfait, qui au niveau des détails est vraiment en deçà de ce qu'est capable le capteur. Alors, est-ce que ce sera amélioré avec les mises à jour? C'est très probable. À l'heure actuelle, en tout cas, en sortie de téléphone, par rapport à ce qui nous a été promis, certes c'est des promesses, mais par rapport à l'appareil qui est embarqué, on est très loin du résultat escompté, du résultat qu'on devrait avoir avec un tel appareil. C'est comme si vous mettiez, pour le coup, un moteur de Ferrari dans une Twingo,
c'est très bien, mais vous l'utiliserez jamais à ses pleines capacités. Là, c'est la même chose, de nuit, c'est vraiment pas terrible, et ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'il fait mieux que le Nokia 7 Plus, qui a certes une meilleure ouverture, mais un appareil photo qui est largement moins bon. En plus de ça, Xiaomi, on est sur un capteur, vraiment le capteur haut de gamme, et que le Meizu Pro 6 Plus avec un capteur milieu de gamme qui a 2 ans fasse mieux, avec une moins bonne ouverture, et en plus de ça, Meizu est loin d'être bon là-dedans, je vous avoue avoir été très déçu. C'est clairement le cas, très déçu de la qualité des photos. On va dire que pour le prix, pour revenir à ça, pour le prix, c'est dans la moyenne, on va faire des bonnes photos pour le prix, mais c'est clairement pas, même s'ils avaient dit qu'ils axaient sur la caméra, sur la partie photo et vidéo, on est très loin de ce que fait réellement l'appareil photo qu'il a dedans, et on est très loin d'être meilleur que la concurrence de ce point de vue-là. La concurrence avec le même appareil photo fait bien mieux, et d'autres concurrents dans la même gamme de prix, donc entre 300 et 400 euros, feront bien mieux aussi. Donc ce qui fait que ce ne sera pas, il faudra faire attention par rapport à ce qui est dit sur les annonces, etc. On est sur quelque chose d'assez moyen sur la photo, de normal pour cette gamme de prix, mais il n'a rien de transcendant, il est juste totalement sous-exploité. Maintenant pour la partie vidéo. Alors pour continuer, juste dans la partie photo, la partie selfie, donc le capteur à l'avant. Il fait par contre, lui fait des très bonnes photos, avec beaucoup de détails. C'est l'un des meilleurs que j'ai eu à l'heure actuelle, de tout ce que j'ai pu tester. C'est l'un des meilleurs que j'ai eu. Il a aussi le mode portrait, et je le soupçonne très fortement d'utiliser le capteur 3D et le capteur infrarouge pour les contours, parce que les contours sont très très bien faits. Ça ne peut pas être ça peut pas être un seul capteur qui permet ça. Il y a vraiment le deuxième capteur, le capteur infrarouge, qui gère la partie découpage. Et ce qui va permettre de faire des très beaux portraits en selfie avec de très belles couleurs et beaucoup de détails. Donc ça, vraiment par contre, là-dessus, il gère vraiment très bien, et ça a été une très grosse surprise pour le coup, et je ne l'attendais absolument pas du tout sur ce point. Je suis pas quelqu'un de friand en selfie, mais j'en ai fait quelques-uns et j'étais vraiment surpris. Par contre, la balance des plans, dès que la nuit va arriver, va être totalement à la ramasse très rapidement. Pour avoir fait des photos par rapport au Oppo Find X, j'avais carrément la tête jaune, quand le Find X, lui, me trouvait bien la tête blanche. Alors je veux bien être attiré par les Chinois, mais pas de leur teinte de peau, pour le coup, ça m'irait pas très bien. Au-delà de ça, maintenant, partie vidéo. Alors la partie vidéo, il faut savoir que j'avais dit qu'elle était stabilisée, c'est pas du tout le cas, elle n'est pas stabilisée. Et en plus de ça, on est en fait... Par défaut, il va être en 1080p. On est sur une 1080p stabilisée de façon électronique. Une stabilisation qui est vraiment bonne, mais la 1080p reste limitée aujourd'hui. Pour bien profiter des capteurs vidéo, c'est plus la 4K qui est intéressante pour avoir un maximum de détails. Et là, par contre, on ne sera pas du tout stabilisé. Il n'y a pas de stabilisateur électronique ou de stabilisateur optique pour la partie vidéo, ce qui est un petit peu dommage, mais ce n'est pas très grave. Néanmoins, ce qui fait que pour la photo, et par exemple, j'avais comparé, je vous conseille d'aller en comparatif avec le Black Shark. Le Black Shark, par exemple, fait de bien meilleures photos avec un capteur qui est un peu moins bon, puisque c'est une version un petit peu améliorée, surtout le logiciel, je pense, du IMX 386, et donc c'est le IMX 486. Le Black Shark est largement meilleur sur ce point, que ce soit de jour, de nuit, c'est vraiment bien meilleur. Par contre, le selfie il est moins bien. Mais ce qui fait que je suis vraiment déçu de cet appareil pour la partie photo. J'en attendais mieux pour le coup, surtout qu'ils l'ont vraiment mis en avant. Et ça vaut clairement pas le Mi 8. On en est très loin, que ce soit le Mi 8 ou le Mi 8 SE. On est beaucoup plus proche de ce que propose le Redmi Note 5 que le Xiaomi Mi 8. Voilà pour la partie photo. Maintenant, vous pouvez vous faire votre propre avis, comme je l'ai dit dans l'album photo. Si ça vous suffit, c'est très bien. Mais moi, comme je le redis, trop de lissage, pas assez de détails, des couleurs qui sont pas assez naturelles, le mode œil qui reste assez, on s'en fout un petit peu, et ce qui fait que ça ne vaut pas un Nokia 7 Plus qui est pourtant moins cher et de moins bonne gamme globalement, c'est-à-dire que ce soit au niveau de la partie traitement photo, que ce soit parce que le processeur est moins bon, que ce soit les photos en elles-mêmes, c'est largement en dessous. Donc je ne comprends pas pourquoi il est aussi moins bien pour le coup que ça. Voilà pour la partie photo, et vous comprenez que je lui accorderai pas. Voilà, c'est normal pour la gamme de prix. Encore une fois, je le redis bien, je veux bien le repréciser. C'est normal pour la gamme de prix, mais il n'a rien de transcendant. Il est loin d'être l'équivalent d'autres smartphones un peu plus chers, mais strictement rien à voir.
Au niveau de l'autonomie, on est sur une batterie de 4000 mAh avec un Snapdragon 845, l'écran IPS 1080p 6 pouces. Donc globalement l'autonomie elle doit être plutôt bien. Alors ce qui fait qu'on déjà on a de la Quick Charge 3.0, donc ça va recharger plutôt rapidement le téléphone, donc environ 1h30, en général c'est ça la Quick Charge. Donc là-dessus pas de souci. Au niveau de l'autonomie, je l'ai trouvé correcte sans être extraordinaire. Elle est bien en fait. Après, ça va pas être la seule là-dessus, mais elle est plutôt bien. On est sur une autonomie qui va être en Wi-Fi aux alentours des 9 heures. Et en 4G, ça va être aux alentours des 7 heures. J'en attendais un petit peu plus en termes d'autonomie, parce que j'ai déjà pu faire ça avec d'autres téléphones, notamment le Mi 8 avec ses 3400 mAh. Je faisais à peu près la même chose, mais avec 600 mAh de moins. Je faisais un peu moins bien que le Galaxy Note 8 quand même, mais ça s'approchait. J'avais aussi le OnePlus 6, lui, bon, il faisait 6 heures, à peu près 6-7 heures. Mais ce qui fait que l'autonomie, bon, elle est dans la très bonne moyenne. C'est pas la meilleure en soi, mais elle se débrouille très très bien. Donc, ce qui fait que vous devriez apprécier l'autonomie. Pour ceux qui ont besoin d'une grosse autonomie, ça fera partie des bons points du téléphone qui vous permettra de tenir globalement la journée. Ce sera pas le meilleur là-dessus. Je préférais le Black Shark de ce point de vue-là parce qu'il arrivait plus à faire 8 à 11 heures écran allumé, donc c'était vraiment une bombe. Et il avait aussi un écran IPS. Là-dessus, il était vraiment excellent. Et le Mi 8, en soi, le Mi Mix 2S doit faire à peu près la même chose, je crois. Ce qui fait que, bon, je me dis que peut-être ça aurait pu être mieux. Il faudra voir peut-être avec de futures mises à jour. Ça reste plutôt bien, mais ça peut être mieux. On va parler maintenant partie CPU. Alors, on va parler tout de suite de la partie throttle, donc c'est-à-dire comment le processeur réagit au bout d'un quart d'heure à pleine puissance. Après on parlera des scores Geekbench, mais bon, vous en doutez, c'est un Snapdragon 845, c'est l'un des plus performants à l'heure actuelle. Bientôt, il va y avoir le prochain Snapdragon qui, lui, va changer radicalement. Néanmoins, ce Snapdragon 845, via CPU throttle, ça reprend un peu le même système que GFX Bench, qui va permettre de voir au bout de 15 minutes à fond comment réagit le processeur. Il faut savoir qu'il y a un refroidissement liquide dans l'appareil, donc comme ce que propose le Xiaomi Black Shark, sauf que là, là pour le coup, il est dans celui-là. Et on peut voir que le processeur, alors là, c'est via une mise à jour, je pense, depuis le comparatif, parce que là, on a un excellent score, puisque il descend qu'à 73% de ses capacités, ce qui est plutôt bon. On n'est pas dans une zone rouge, donc la zone rouge c'est en dessous des 70%, 65-60, ça fait vraiment beaucoup. Là, on ne perd qu'au final 30% de performance par rapport au tout départ. On voit que très vite il descend, il est à la base à 208 J/IPS, donc c'est la mesure de calcul de performance. 218, mais il le perd très vite. Là, on peut estimer avec 15 minutes, on peut estimer 1 minute. Puis, en gros, ensuite, environ 2-3 minutes avec un peu moins de puissance, à on va dire 95%. Et il tombe en fait au bout de, ça doit être au bout de 3 minutes à 80%. Donc 80%, il va descendre très progressivement et on voit d'ailleurs cette petite courbe ciselée qui va descendre progressivement et essayer de remonter au maximum pour se stabiliser à 73% de performance et rester dans une zone donc jaune, donc ce qui fait que ça reste très correct. Donc c'est dire que c'est plutôt bien géré et que globalement il va rester très performant même au bout de un quart d'heure et il va même rester stable, ce qui est une bonne chose. Donc pour la partie Geekbench, on se retrouve avec un score de 2448 points et 9006 pour la partie multicœur. Donc forcément, on est parmi les meilleurs smartphones, donc pas de souci de ce point de vue-là, et ce qui fait qu'on se retrouve avec globalement les mêmes scores que tous les smartphones en Snapdragon 845. Pour rappel, c'est un octo-cœur, 4 cœurs, donc, alors c'est du Cryo 280, si je dis pas de conneries, ou c'est du, non, Cryo 380, donc ça va être 4 cœurs à 2,8 GHz et 4 cœurs à, alors normalement c'est bien indiqué, je ne veux pas dire de bêtises, à 1,8 GHz. Ce qui va permettre d'être plutôt performant. Le seul souci réellement avec ce processeur, c'est qu'en simple cœur, il est loin d'égaler ce que propose par exemple Samsung avec plus de 3000 points avec le dernier Exynos. Il est quand même bien derrière et c'est son point faible à l'heure actuelle. Par contre, le multicœur est plutôt bien optimisé parce que les plus gros cœurs sont moins gros que la normale. Ils ont baissé un peu les performances
par rapport à la base des Cortex A75. Par contre, les petits cœurs, ils ont amélioré un peu les performances, puisqu'ils ils modifient eux-mêmes les architectures, ce qui fait que les petits cœurs sont plus performants et permettent d'avoir un multicœur qui, au final, est plutôt bon. Au niveau de GFX Bench, donc là, on est sur, donc bien sûr, la puce graphique, l'Adreno 630, avec donc la partie écran qui est en 1080p, et donc ce qui fait qu'on peut voir que sur la batterie, on a commencé à environ 89% pour descendre à 72%, donc on a perdu 27%, et pour la partie, là pour le coup, en fait, par rapport au Black Shark, on a une descente très rapide au niveau de la partie graphique. Alors, c'est pas une grosse descente, mais on commence à 3411 et au bout de 2-3 tests, en gros, au bout de quelques minutes, il va très vite se brider aux alentours des 3000 et continue de descendre un petit peu. C'est un peu moins bien optimisé que ce que propose le Black Shark. Il faut savoir que c'est aussi du refroidissement liquide pour pouvoir avoir les meilleures performances possibles, et ce qui fait qu'aussi ça permet de maintenir une chaleur très correcte au dos de l'appareil, mais le truc c'est qu'il reste un peu moins optimisé que le Black Shark de ce point de vue-là. Ça reste un excellent score, mais on va arriver, en fait, comme ça descend, continue à descendre, au score que propose le OnePlus 6. Donc ce qui fait qu'il ne sera pas le meilleur dans son domaine. Sur la partie graphique, il n'égale pas le Black Shark, et il égale plutôt le OnePlus 6. Bien évidemment, il reste meilleur que le Mi 8, qui lui par contre est très bridé à 2000 frames, alors que là on est encore à plus de 3000 frames pour la plupart du test. Donc ça reste quand même un excellent score et ça permet quand même d'avoir d'excellentes performances, et ce même dans le temps. Alors on se retrouve sur Asphalt 9, donc là ce qui fait que on peut voir que ça reste plutôt fluide. Alors Asphalt a tendance à tirer au maximum les performances et à rester aux alentours des 30 fps, mais bien évidemment on sera sur quelque chose qui sera très fluide en tout moment. Donc, on peut voir qu'au niveau de la fluidité c'est plutôt bon, et c'est un peu particulier toujours Asphalt et la plupart des jeux de Gameloft sur l'optimisation des graphismes. Et là, hop, on peut voir que j'ai bien dérapé dans l'air. Bon, c'est toujours très particulier Asphalt, mais en tout cas au niveau des performances, il ne sera pas du tout... alors, hop, c'est bien, blablabla, je viens de le faire, lâche-moi. Alors, faut pas que je m'écrase, et je me suis écrasé. Et on peut voir que la transition avec le crash s'est fait sans problème. C'est quelque chose qui peut arriver plus sur Asphalt 8, où la transition pouvait avoir un léger décalage, et là, ce qui fait que forcément, avec un smartphone aussi puissant, on n'aura pas ce problème. Et donc, pourtant, je ne suis malheureusement pas premier, mais en tout cas, il n'y aura pas de souci pour Asphalt. Maintenant, allons chercher un jeu qui prend beaucoup plus de performance, et là, ça va chauffer. Bon, on va se faire une petite partie de PUBG, donc là on est en partie graphique élevée et HDR pour plus de sensations. Alors là forcément on est sur un Snapdragon 845, c'est bien optimisé pour, par contre pour trouver des ennemis, ça va être plus compliqué d'optimiser ça. Donc on va au moins montrer un petit peu ce que ça vaut, mais on peut voir que ça va très bien gérer forcément les performances. De plus je suis avec la coque, forcément la coque va permettre de protéger la chaleur. Si je l'enlève, ça reste assez tiède, et c'est ça qui est assez bien par contre, c'est que ça va rester vraiment plutôt correct en fait au niveau de la chauffe, et ça va jamais vraiment déranger, ça va être tiède parce que justement on est sur un jeu qui consomme, mais ça reste tout à fait correct. On est même sur quelque chose de très bien et qui va moins déranger que beaucoup de smartphones. Deux raisons à ça. Déjà, le refroidissement liquide, comme j'en ai parlé juste avant, mais aussi le fait que ce soit du plastique. Le fait que ce soit du plastique fait que, justement, ça permet... un ennemi. On va recharger. Donc, ce qui fait que, alors, la partie plastique permet justement, ça permet de, par rapport au métal, ça va beaucoup moins conduire la chaleur. Et qui dit moins conduire la chaleur, eh bien, moins de sensation de chauffe. Et c'est quand même quelque chose qui est appréciable. Et ce qui fait que par contre, alors le problème du côté gaming justement sur ce smartphone, c'est que le haut-parleur à gauche aura tendance à être moins bruyant, on va dire, beaucoup moins performant que celui droit, et surtout aura une qualité beaucoup
vraiment très différent de celui du droit. C'est vraiment quelque chose qu'on a un double haut-parleur typé classique smartphone, alors qu'on aurait dû avoir un double haut-parleur typé gaming, justement, un vrai double haut-parleur qui aurait permis justement de permettre de jouer dans de bonnes conditions pour le gaming, et pas au final avoir quelque chose d'un peu moyen de ce point de vue-là. Alors, il y avait un ennemi dans le coin, apparemment. Et là, il n'y a plus personne. Et ce qui fait que c'est un peu le regret que j'ai par rapport à ça, et j'aurais pensé qu'ils auraient partagé ça, la même chose que ce que propose le Black Shark. Et c'est le regret que j'ai pour un smartphone dit gaming. On va se faire le dernier ennemi, et après, on va aller à la conclusion. Allez, viens la petite ennemie, que je te rétame la face. Elle est où? Ouais, c'est mon pote qui l'a eu. Je l'ai piqué, bah les couilles. Bon, voilà, sur une partie très très chiante comme d'habitude de PUBG, je n'ai malheureusement pas installé Fortnite, mais bien sûr il tournera tout à fait bien, et je vais trouver les potes en prenant plein d'armes à la con, et je vais me barrer. Voilà, je suis un bâtard. Et donc on se retrouve sur la conclusion pour montrer un peu justement, et d'ailleurs hop, faisons un petit côté thermal, et effectivement ça reste très correct en termes de chaleur, donc c'est quelque chose qui est quand même agréable, ce qui fait que je vais pouvoir jouer sans problème, sans la coque, grâce au refroidissement liquide, qui est d'ailleurs, bah voilà, c'est assez tiède, hein, franchement c'est tout à fait correct, ça ne dérangera personne. Alors au final, que penser de ce Pocophone F1? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'incroyable pour 330 €? C'est quelque chose qui s'explique. Mais ce n'est pas quelque chose d'incroyable. Il faut déjà savoir que Xiaomi, c'est déjà une marque, et Pocophone l'est aussi, avec très peu de marge et avec une gestion des coûts le plus bas possible pour proposer le smartphone au prix le plus bas possible. C'est vraiment leur engagement, c'est ce qu'ils avaient dit en France, avec une marge de 5% seul maximum, et si c'est plus de 5%, ce sera rendu d'une autre façon à la communauté. Alors ça par contre c'est un petit peu plus bizarre comme façon de faire, mais c'est de rester toujours à 5% de marge. Pocophone va suivre cette politique et on le sent bien avec ce prix, et on se dit waouh, c'est vraiment pas cher pour un Snapdragon 845. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même déjà beaucoup de smartphones qui sont déjà aux alentours de 500 € avec des gros processeurs, et on peut par exemple penser au Zenfone 5Z qui est bien mieux fini avec un bien meilleur appareil photo, enfin en tout cas c'est bien mieux géré, et pour 450 €, donc c'est une centaine d'euros de plus. On a le Honor 10 avec certes un Kirin 970 qui semble daté, mais qui est encore très performant, surtout avec la gestion du GPU Turbo qui est une optimisation tout simplement des ressources logicielles et hardware. Et donc du processeur en soi. Ce qui fait que au final le Honor 10 à moins de 400 € est déjà un très gros concurrent. Ce Pocophone, on sait où ont été fait les coupes. Les coupes, elles ont été faites sur le design avec un plastique polycarbonate pour les intimes. Un plastique qui en soi qui semble a priori de bonne qualité, mais qui néanmoins s'explique aussi, forcément c'est pas cher, c'est beaucoup moins cher que du métal ou du verre. Ça doit être aussi plus facile au niveau de la construction, etc. Mais ça c'est autre chose. L'écran, on est sur un écran IPS et non AMOLED, c'est moins cher aussi, même s'il est vraiment très bon, et ça on ne peut pas lui enlever, ça reste en soi de l'IPS, donc c'est moins cher aussi. On a la caméra, où logiciellement, ou alors c'est lentille, c'est complètement à côté de la plaque, alors qu'on a un très bon appareil photo de base. Donc il est possible qu'il y ait eu soit des coupes sur la gestion logicielle et que ça a été complètement fait à l'arrache, soit les lentilles sont de mauvaise qualité. Il y a aussi le fait que le design, le logo, il n'y a pas de logo, Pocophone c'est juste Pocophone, enfin c'est Pocophone, ça fait très espagnol, Poco peu, fun pas cher. Dans l'idée c'est ça, et c'est fun pas cher, sans logo, sans rien, donc les coupes elles sont aussi compréhensibles de ce point de vue là. Vous avez alors, les choses qui fait que ça reste quand même bien, c'est qu'on a un refroidissement liquide. Est-ce que ça coûte cher? Je ne sais pas.
C'est repris du Black Shark, donc ils ont juste à prendre la même chose que le Black Shark. Je suis pas sûr que ce soit quelque chose de très compliqué, ils l'ont déjà, ils peuvent l'amortir d'une autre façon ou d'une autre sur cette marque-là, comme l'appareil photo l'IMX 363. Vu qu'en plus de ça, ils ont enlevé le x2, ils ont mis un petit capteur 5 mégapixels de chez Samsung, ça doit faire aussi des économies. Je rappelle que le Mi 8 est à 500 € en France. On enlève le verre, on enlève le x2, on enlève la partie logicielle mieux gérée sur la photo, ça fait déjà des bonnes grosses coupes dans le budget. Ça fait déjà oui, de bonnes grosses économies. Par contre, on rajoute le refroidissement liquide, une batterie de 4000 mAh, alors c'est sûrement la même que le Mix 2S, voire le Mix 2, puisque c'est une batterie de 4000 mAh en soi, et ça va être la même. Donc c'est quelque chose qui ne doit pas coûter très cher et qui est déjà bien amorti. Je pense que Xiaomi joue aussi beaucoup sur le fait de acheter beaucoup et après ça va être mis un petit peu partout. Je pense que c'est cette idée-là aussi. On a le retour du jack par contre et le port SD, et ça c'est quelque chose quand même très appréciable. Et ce qui va permettre de stocker beaucoup de médias, notamment par exemple pour ceux qui font de l'émulation. J'ai eu un commentaire par rapport au Black Shark dans le comparatif qui parlait de ça justement. Et ce qui va permettre pour ceux qui font énormément d'émulation de faire justement ce côté très agréable de pouvoir stocker énormément de ROM sur la SD et pouvoir y jouer sans problème. Mais j'ai deux gros problèmes avec ce smartphone. Tout d'abord, il y a l'encoche. L'encoche qui, malheureusement, alors, le fait d'avoir de l'encoche en soi, c'est quelque chose de normal aujourd'hui. J'essaie juste de l'enlever pour bien vous la remontrer, parce que j'aime bien remontrer les choses, parce que je suis quelqu'un de chiant. Et donc cette encoche, le gros problème, et ce serait bien que je puisse la montrer, c'est qu'elle embarque la reconnaissance faciale 3D. Pareil, c'est quelque chose qui a dû être amorti, a dû être acheté en masse pour l'amortir au maximum, pour pouvoir l'intégrer aussi dans un smartphone et de façon si peu chère. Au-delà de ça, quelle est la cohérence sur un smartphone gaming de mettre un double haut-parleur qui soit assez moyen, qui est puissant mais pas très bien optimisé, et surtout dont l'équilibre entre la droite et gauche est totalement déséquilibré pour le coup. Pour mettre quand même une reconnaissance faciale 3D qui elle va être très performante de jour comme de nuit, mais c'est clairement quelque chose qui n'est pas en cohérence avec leur philosophie de ne pas mettre de features dites gadgets. Et clairement la reconnaissance faciale 3D est clairement gadget, puisqu'on a le lecteur d'empreinte au dos. C'est quelque chose que je ne trouve pas logique à mon sens, et qui sort complètement, pour le coup, Pocophone, de cette logique du on met juste l'essentiel, et on vous donne un maximum de puissance. En quoi la reconnaissance faciale 3D n'est-elle pas gadget par rapport à un lecteur d'empreinte ? En quoi la doublée n'est-elle pas gadget? En quoi faire quelque chose qui est globalement moins sécurisé n'est pas gadget? C'est la grosse question que je vous pose, et j'aimerais d'ailleurs votre avis en commentaire par rapport à de ce point de vue-là, tout simplement, sur cette cohérence. Parce que c'est quelque chose qui m'échappe un petit peu. La chose aussi, c'est que le design, on sent qu'il a été fait avec peu de budget, puisqu'au final, on se retrouve avec ce côté plastique, comme on l'a dit. Alors, ça a l'air d'être un plastique, comme je l'ai dit, de bonne qualité, mais clairement, le design au niveau de la réflexion, c'est extrêmement basique. C'est quelque chose qui est très classique, et au final, on a même cette optimisation, on a les trois trucs, comme ça permet d'avoir quelque chose de plus simple à faire, puisqu'on a les trois capteurs alignés dans un seul cartouche, et puis c'est plus simple pour la coque. Et justement, on va avoir cette protection qui va, elle, en fait, être le réel dos, le design du smartphone, puisque c'est lui qui va s'adapter au mieux au design, comme je l'ai dit, pour l'écran, pour le protéger, tout en restant bien aligné à l'écran, à la même hauteur. Et c'est ça qui est assez étonnant, et pour le coup, assez... j'ai pas envie de dire innovant, mais c'est intelligent d'un côté, et de l'autre, c'est quelque chose que je trouve particulièrement... je sais pas comment dire ça, mais beaucoup de gens s'en servent sans protection. Moi le premier, et j'en connais beaucoup d'autres, parce qu'ils veulent justement profiter de leur design. Alors le protéger, c'est une bonne chose, mais par exemple, la chose qui manque, c'est bien, par exemple, c'est bien de mettre une protection comme ça, mais ça aurait été bien à ce moment-là de mettre aussi une protection soit en verre trempé, alors ça aurait été le must, mais même si c'est extrêmement rare qu'une marque fasse ça, ou alors tout simplement déjà préposer, ce que fait beaucoup de Chinois pas cher, préposer en film de protection. Ça a l'air tout con comme ça, mais en vrai c'est quelque chose d'important, puisque ça va permettre de savoir que l'écran sera toujours en bon état malgré ça. Et ça, c'est quelque chose qui, pour le coup, on va dire, limite, ils auraient pu jouer là-dessus, genre, on n'a pas mis de traitement pour le verre parce qu'on vous a mis une protection et comme ça, vous n'avez pas de souci, vous êtes quand même protégé au niveau de l'écran et l'écran, lui, coûte un peu moins cher. C'est quelque chose qui, en soi, aurait du sens. Il y a des choses que je ne comprends pas. On est sur un smartphone gaming avec un design ultra banal, ultra basique,
qui est même très daté et très ancien, donc ça fait presque du recyclage, avec un double haut-parleur très moyen au final, très déséquilibré, donc pas adapté pour du gaming, et assez moyen pour de la musique et même pour des vidéos à plein volume, c'est très désagréable. Vous avez la reconnaissance faciale qui n'est pas adaptée, qui n'est pas dans la philosophie. Je sais que je reste buggé dessus, mais elle ne fait pas partie de la philosophie de Pocophone de dire c'est quelque chose de gadget. La reconnaissance faciale 3D, c'est quelque chose de gadget. Seul l'iPhone X, le S9 et le Xiaomi Mi 8 ont quelque chose de semblable. En quoi c'est quelque chose de primordial d'avoir de la reconnaissance faciale 3D? C'est juste être au top de la technologie. C'est ce que peut proposer par exemple le OnePlus 6. Dans un certain sens, c'est plus leur idéal à l'heure actuelle. Quand on vous vend juste la meilleure expérience logicielle, caméra et performance, et mettre ça, pour moi, c'est totalement incohérent. Mais alors vraiment totalement. D'ailleurs, l'expérience logicielle, on est sur du MIUI avec un launcher quasi pur avec des modifications, mais en soi, c'est quasiment la seule, visuellement, c'est la seule chose qu'on voit comme en différence. Ça va permettre d'un petit peu d'attirer un peu plus les occidentaux, globalement, que ce soit hindous ou européens, puisque c'est vrai que beaucoup, comme j'ai dit dans la surcouche, beaucoup n'apprécient pas forcément de ne pas avoir de tiroir d'application. Là, on n'a pas forcément le choix, mais on a quelque chose qui se rapproche un peu plus d'Android pur. Néanmoins, on est surtout sur la très lourde, entre guillemets, surcouche MIUI, très grosse et très imposante surcouche MIUI, bourrée d'options, et ça reste une très bonne chose parce que ça permet de faire une grosse alternative à Android pur et Android One. Après, est-ce que ça aurait pas été bien justement en proposant la meilleure expérience de proposer quelque chose de vraiment différent de MIUI et pourquoi pas proposer quelque chose de quasi pur avec quelques fonctionnalités, je dis bien quelques fonctionnalités de MIUI, notamment d'optimisation pour les jeux, et ça aurait été quelque chose qui aurait été plus intéressant, avec pourquoi pas un partenariat avec le double haut-parleur, par exemple Dolby ou je ne sais quoi, qui va permettre justement, donc ce Dolby va permettre d'avoir un son qui va avoir un côté un meilleur espace, et en gaming sera beaucoup plus agréable, et même pour les vidéos. En fait, j'ai juste l'impression, en gros, ce smartphone, en termes de points intéressants, ça va être un très bon écran IPS avec une excellente autonomie et un Snapdragon 845. C'est tout. Est-ce que c'est suffisant pour en faire un bon téléphone? À mon sens, non, et surtout pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des smartphones qui... Alors déjà, les processeurs, on a les Snapdragon 710, on a les Snapdragon 660 du côté de Qualcomm. On a les Helio P60, P70 du côté de MediaTek. On va avoir bientôt les Exynos 9610 du côté de Samsung. Plein de processeurs milieu de gamme dits premium. Et ces milieux de gamme, et bien par exemple, PUBG tourne parfaitement bien en élevé. Alors après, ça dépend des écrans, mais HD ou HDR. Ce qui fait que, et quand je dis parfaitement, ça veut dire qu'on va avoir les mêmes conditions, les mêmes FPS, etc. Et ce qui fait que quand je compare, parce que je l'ai en ce moment en test en même temps que ce Pocophone, le Nokia 7 Plus, en fait, je préfère l'expérience du Nokia 7 Plus. On a Android One, alors ça c'est subjectif, je suis assez ouvert aux surcouches, mais Android One va permettre plus de mise à jour de la version Android. Là où MIUI, c'est surtout MIUI qui compte plus que la version Android. Il faudra voir comment gère MIUI du côté de Poco là-dessus, s'ils vont peut-être être plus à fond sur la partie logiciel Android plus que la partie MIUI. Ça va être quelque chose d'intéressant à voir par la suite. Ensuite, le Nokia fait de meilleures photos, a globalement une meilleure autonomie, une meilleure prise en main, il semble plus robuste et mieux pensé, et en plus de ça, il est un peu plus à jour au niveau des mises à jour de sécurité, mais bon, ça c'est... Alors, c'est pas quelque chose qui me parle vraiment, mais pour certains, ça va être quelque chose de vraiment important. Et ce qui fait que, même au niveau du son, par exemple, le Nokia est meilleur, le haut-parleur mono est moins désagréable, alors il est un peu moins puissant, mais je le trouve de meilleure qualité. Enfin, globalement, le Nokia, par la puissance, il est meilleur dans tous les domaines. Et c'est là où, à part la reconnaissance 3D, blablabla, mais c'est là où le Pocophone, je le trouve un peu limité en termes d'intérêt. Et alors certes, il y a une grosse hype autour, parce que Snapdragon 845 à 330 €, c'est génial, mais quand t'as que ça avec de l'autonomie à proposer, parce que les écrans, il y en a plein de très bons, c'est compliqué.
Alors aussi pour comparer, alors je l'ai pas eu en test mais ça viendra, j'essaierai de faire un comparatif plus tard via le Café du Geek qui je pense aussi ce sera grâce à eux aussi si je l'ai et je vais pouvoir récupérer le Pocophone à ce moment-là. J'essaie de faire un comparatif entre les deux. Mais par rapport au Honor Play, le Honor Play a l'avantage d'avoir un meilleur design et des meilleures photos de jour. Par contre, de nuit, il sera moins bon parce qu'en ouverture 2.2. Le Kirin 970, sur le papier, les benchmarks, il va être moins bon. Dans la réalité, GPU Turbo et l'optimisation logicielle faite par Honor fait qu'il sera aussi rapide. Et dans les jeux où c'est optimisé GPU Turbo, eh bien, les jeux tourneront de la même qualité, de la même sorte. Et c'est ça qui est très bien. Mais que 4 Go de RAM par exemple, ça c'est un souci. L'appareil photo de nuit, qui va être aussi un autre souci. Le côté vidéo aussi, je crois pas que ce soit extraordinaire. Apparemment le son ça s'est amélioré. Et ce qui fait que ça en fait un concurrent intéressant qui va un peu moins jouer sur la puissance, un peu plus sur le design. Et c'est là où chacun va avoir midi à sa porte. C'est pas un mauvais smartphone le Pocophone, pour terminer, je sais que c'est une très grosse conclusion, mais c'est un téléphone qui me fait beaucoup poser de questions et qui me fait beaucoup parler. Pour terminer, pour qu'on soit tous d'accord, et j'espère que beaucoup arriveront jusqu'à là en termes d'intérêt de la vidéo, qu'on soit bien d'accord, c'est pas un mauvais smartphone à 330 €, il remplit tous les critères avec en bonus la puissance. Le problème c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de smartphones qui vont être mieux équilibrés globalement, qui vont mieux faire sur d'autres points, et comme je l'ai dit, le Nokia 7 Plus en tête, puisque je l'ai eu en test et j'ai pu comparer, mais quand je vois même un Meizu 6 Plus qui a 2 ans, qui arrive à faire de meilleures choses sur beaucoup de points, c'est un peu dommage quoi. Et ce qui fait que, est-ce que ça vaut réellement le coup d'avoir un Snapdragon 845 à part de l'émulation et du gros jeu lourd? Quel est l'intérêt de ce Pocophone F1? C'est la question que je vous pose et j'aimerais bien avoir votre réponse, mais c'est vraiment la question que je vous pose. À part les émulations, parce que forcément ça nécessite énormément de puissance, l'émulation, les jeux lourds, quel est le réel gros intérêt, quelle est la plus-value par rapport aux autres smartphones? Parce que c'est bien d'avoir une grosse puissance, mais si sur le reste il fait à peine mieux que les autres, voire moins bien sur beaucoup de domaines, c'est pas intéressant à mon sens. Ça manque d'équilibre. Et surtout que les autres processeurs sont vraiment très performants pour ce qu'ils font dans la vie quotidienne et on n'a pas besoin d'un 845 pour faire de bons speed tests. C'est tout ce que j'aurais à dire pour terminer. C'est un smartphone qui, personnellement, je suis très dubitatif sur ce smartphone globalement, et vous l'aurez compris. Je ne l'aime pas personnellement, je ne le comprends pas aussi personnellement dû aux divers choix qui ont été faits par Xiaomi par rapport à la philosophie présentée et la réalité, et par rapport aux diverses choses que je trouve un peu bancales, que ce soit au niveau du design, que ce soit au niveau des features, etc. J'espère que vous comprendrez ce test, j'espère que vous aurez apprécié, ce côté approfondi et cette explication, cette recherche, etc. Et on se dit à bientôt pour un prochain test. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à réagir par rapport à ce test. Je suis très curieux de ce que vous allez dire. Parce que pour le coup, c'est un test où j'ai un peu plus poussé et j'ai dit plus de choses par rapport à ça. Et donc, justement, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez là-dessus. Je vous dis à bientôt, merci à tous, j'y pense aussi, merci aux tipeurs, je le dis à la fin, mais merci aux tipeurs, j'y pense jamais, merci à Samir qui est toujours présent depuis le début, et merci à, j'ai plus le nom, j'essaie d'y penser dans la description. Si vous voulez m'aider, n'hésitez pas bien évidemment par là. Si vous voulez aider aussi Café du Geek, qui m'a permis d'avoir le Pocophone, n'hésitez pas aussi à passer par le Café du Geek, et je les en remercie encore d'avoir été à la conférence et d'avoir eu le téléphone pour me faire une idée. C'était un smartphone qui, pour le coup, j'étais très intéressé, et pour moi en tout cas, c'était quelque chose de très important, et j'espère vous l'avoir fait comprendre. Sur ce, à bientôt, réellement, à bientôt pour un prochain test sur Technoïd.